Le cœur s'arrête. Les médecins prononcent la mort apparente. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des milliers de personnes revenues de ce moment ultime décrivent une succession d'expériences tellement cohérentes, tellement détaillées, qu'elles défient tout ce que la science conventionnelle pensait savoir sur le trépas. Raymond Moody, l'éminent spécialiste, a consacré 50 ans à la collecte de ces récits poignants. Et ce qu'il a découvert va changer radicalement votre perception du moment ultime, du passage. La plupart des gens imaginent la mort comme un abîme de ténèbres, comme le néant absolu, tel un coupe-circuit qui met fin à tout. Mais les données révèlent une histoire profondément différente. Et avant que vous ne pensiez qu'il ne s'agit là que de convictions religieuses ou de vœux pieux, il est essentiel que je vous dévoile certains faits. En 2023, l'équipe du Dr Samuel Parnia, à l'Université de New York, a publié les résultats de l'étude AWARE-2. 567 patients, ayant subi un arrêt cardiaque, ont été surveillés de près. Et voici la donnée qui a véritablement bouleversé la communauté scientifique. 40% de ceux qui ont survécu ont rapporté un certain niveau de conscience durant la réanimation. Une conscience, alors que, en théorie, il n'aurait dû y en avoir aucune. Mais restons calmes. Avant d'entrer dans les détails de ce que ces personnes ont vécu, je dois vous expliquer pourquoi cette découverte est si révolutionnaire. Pendant des décennies, la neuroscience a fonctionné selon un principe simple. La conscience est un produit du cerveau. Sans activité cérébrale, pas de conscience. Point final. Mais les études de Parnia et les recherches approfondies de Raymond Moody nous forcent à une révision radicale de cette idée. Dans l'étude AWARE-2, des patients qui étaient cliniquement morts, certains pendant près d'une heure, sont revenus avec des souvenirs vivaces et détaillés. Pas des souvenirs confus comme des rêves. Non, des souvenirs hyper réels, plus réels. Selon les patients eux-mêmes, que toute expérience qu'ils ont vécue durant leur vie, ceci est déjà, en soi, extraordinaire. Mais ce qui rend ces données encore plus impressionnantes, c'est qu'elles proviennent d'environnements hospitaliers contrôlés. Ce ne sont pas des histoires racontées des années plus tard. Ce sont des témoignages recueillis immédiatement après la réanimation, documentés avec une rigueur scientifique. Et c'est ici que Raymond Moody entre en scène. En 1975, il a publié son ouvrage fondateur, La vie après la vie, dans lequel il a documenté, pour la première fois, les schémas qui apparaissent de façon répétée dans les récits d'expériences de mort imminente. Il a identifié 15 éléments distincts. Et le plus frappant, c'est que ces éléments se manifestent de manière consistante, à travers les cultures, les religions et les époques les plus diverses. Je vais vous guider à travers chacun de ces éléments, mais prêtez une attention particulière à l'ordre, car il est, lui aussi, significatif. Le premier élément, c'est l'ineffabilité. Presque toutes les personnes qui vivent une expérience de mort imminente commencent par dire la même chose. Il n'existe tout simplement pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Le langage humain n'a tout simplement pas été conçu pour capturer cette expérience. C'est comme essayer d'expliquer les couleurs à quelqu'un qui n'a jamais vu. Le deuxième élément, c'est l'écoute de soi-même étant déclaré mort. Nombreuses sont les personnes qui rapportent avoir clairement entendu les médecins ou les membres de leur famille annoncer leur décès. Mais voici le détail troublant. Elles entendent cela, d'une perspective externe, comme si elles observaient la scène de l'extérieur. Cela nous amène au troisième élément, l'expérience hors du corps. 75% des personnes qui vivent une EMI rapportent s'être séparées de leur corps physique. Ce n'est pas une sensation vague, non. Elles décrivent le fait de voir leur propre corps, allongé sur le lit d'hôpital ou la table d'opération, souvent d'en haut, comme si elles flottaient au plafond. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Certains de ces récits incluent des détails vérifiables. Les patients décrivent des conversations qui ont eu lieu dans d'autres salles de l'hôpital. Décrivent des objets qu'ils n'auraient pas pu voir d'où ils se trouvaient. Le docteur Bruce Grayson, de l'Université de Virginie, a documenté des dizaines de ces cas, qu'il appelle des perceptions véridiques. Mais que se passe-t-il
après que la personne a quitté son corps. Le quatrième élément est une sensation envahissante de paix. 76% des personnes ayant vécu une EMI rapportent des émotions intensément positives. Paix, joie, amour inconditionnel. Il est important de noter que cela se produit indépendamment de la façon dont la personne se sentait avant de mourir. Même ceux qui étaient en proie à la panique ou à une douleur intense décrivent une transition instantanée vers une sérénité absolue. Le cinquième élément implique des sons inhabituels. Certaines personnes rapportent avoir entendu une musique céleste. D'autres décrivent des bourdonnements ou des tons vibratoires. D'autres encore parlent d'un silence si profond qu'il en est presque palpable. Ce qui est constant, c'est que l'environnement sonore change de manière drastique. Une musicienne a décrit avoir entendu une symphonie durant son expérience, mais elle a dit qu'aucun orchestre terrestre ne pourrait reproduire ces sons. C'est-à-dire des fréquences que nos instruments n'atteignent pas, des harmonies que nos compositions ne contemplent pas. Et alors vient le sixième élément, peut-être le plus iconique de tous, le tunnel. 34% des personnes décrivent un voyage à travers un espace sombre, souvent décrit comme un tunnel, en direction d'une lumière au bout. La vitesse de cette traversée varie. Certains décrivent un mouvement lent et paisible, d'autres parlent d'une accélération vertigineuse. Mais ici, je dois faire une pause. Importante. Pourquoi tant de personnes voient-elles un tunnel? Des scientifiques sceptiques ont avancé que cela serait causé par un manque d'oxygène dans le cortex visuel. La théorie est que, lorsque les neurones commencent à mourir des bords vers le centre, cela créerait l'illusion d'un tunnel. Cela semble être une explication élégante, n'est-ce pas? Le problème, c'est que cette théorie n'explique pas les cas où des personnes qui avaient une oxygénation cérébrale normale rapportent également le tunnel. Et elle n'explique pas pourquoi des personnes aveugles de naissance, qui n'ont jamais eu d'expérience visuelle, décrivent également le fait de voir le tunnel durant leurs EMI. Le docteur Kenneth Ring a spécifiquement étudié les expériences de mort imminente chez les personnes aveugles. Et ce qu'il a trouvé défie toute explication neurologique simple. Des personnes qui n'avaient jamais rien vu de leur vie ont décrit, pour la première fois, des expériences visuelles durant la mort clinique, des couleurs, des formes, de la lumière. Cela nous amène au septième élément, la lumière. 65% des personnes ayant vécu une EMI rapportent rencontrer une lumière brillante. Mais ce n'est pas n'importe quelle lumière. Ils la décrivent comme plus brillante que le soleil, mais qui ne blesse pas les yeux, chaude, accueillante, vivante. Beaucoup ressentent que la lumière a une présence, une intelligence, un amour qui émane d'elle. Raymond Moody a documenté que beaucoup de personnes décrivent en cette lumière comme un être, pas nécessairement un être avec une forme humaine, mais une conscience lumineuse qui communique sans mots. Certaines personnes l'identifient avec des figures religieuses de leur tradition. D'autres l'appellent simplement la lumière ou la présence. Et c'est ici que le huitième élément apparaît, la rencontre avec d'autres êtres. 57% rapportent rencontrer d'autres consciences durant l'expérience. Fréquemment, ce sont des parents ou des amis qui sont déjà décédés. Les gens décrivent reconnaître instantanément ces présences, même lorsque leur apparence diffère de celle qu'ils avèrent de leur vivant. Certains rencontrent des êtres qu'ils ne reconnaissent pas, mais qui transmettent une sensation de familiarité profonde, un détail fascinant documenté par Raymond Moody, est que les personnes rencontrent fréquemment des parents qu'elles ne savaient pas être décédés. Dans plusieurs cas, des enfants en EMI ont rapporté avoir rencontré des grands-parents, décédés avant leur naissance, et qu'ils n'avaient jamais vus en photo. Il existe un cas particulièrement impressionnant que Raymond Moody relate. Une fillette de 9 ans, victime d'une noyade, a décrit avoir rencontré un garçon pendant son expérience. Elle a dit qu'il s'était présenté comme son frère et qu'il était très heureux de la connaître. Les parents furent choqués. Des années auparavant, ils avaient perdu un enfant lors d'une fausse couche, un enfant qu'ils n'avaient jamais mentionné à la fillette, un enfant qui serait, de fait, son frère aîné. Comment expliquer cela? Si l'expérience n'était qu'une hallucination cérébrale, d'où viendrait cette information? Comment un enfant pourrait-il imaginer un frère qu'il n'a jamais su exister? Des cas comme celui-ci
sont ce que le docteur Charlotte Rivière appelle des preuves véridiques, des informations obtenues durant l'EMI, qui peuvent être vérifiées indépendamment et qui n'auraient pas pu être connues par la personne, par des moyens normaux. Cela nous amène au 9e élément, la revue de vie. 22% des personnes expérimentent ce que Raymond Moody a appelé une revue panoramique de la vie. Mais cette description ne rend pas justice à l'expérience. Ce n'est pas comme regarder un film de sa vie. C'est revivre chaque moment, chaque choix, chaque interaction. Et voici la partie la plus transformatrice. Durant la revue, vous ne revivez pas seulement vos actions. Vous sentez l'impact qu'elles ont eu sur les autres. Cette fois où vous avez été cruel envers quelqu'un, vous sentez la douleur que vous avez causée, comme si elle était la vôtre. Ce moment de gentillesse inattendue, vous sentez la joie qu'il a procurée. Raymond Moody a documenté que cette expérience transforme permanentement les personnes. Elles reviennent avec une compréhension viscérale, que leurs actions importent, que nous sommes tous connectés, de façon que nous ne percevons pas normalement. Un cadre supérieur que Raymond Moody a interviewé a dit quelque chose qui m'a marqué profondément. Il avait passé toute sa vie focalisé sur le succès financier. Durant sa revue de vie, il a réalisé que les moments qui importèrent le plus n'étaient pas les affaires conclues ou l'argent accumulé. C'étaient les petits moments de connexion, une conversation avec un inconnu, un sourire à quelqu'un qui était triste. Des choses qu'il se souvenait à peine avoir faites, mais qui avaient impacté profondément d'autres personnes. Il a dit « J'ai passé 60 ans à chercher les mauvaises choses. Et j'ai dû mourir pour réaliser que j'avais déjà tout ce qui importait. » Le 10e élément implique la sensation de s'approcher d'une frontière ou d'une limite. Beaucoup de personnes décrivent arriver à un point où elles sentent que, si elles le franchissent, elles ne pourront pas revenir. Certains décrivent cela comme une porte, un fleuve, une clôture, ou simplement une ligne invisible. Et c'est fréquemment à ce moment-là que le choix de revenir ou de rester se présente. Le 11e élément est l'expérience d'un royaume transcendant. Certaines personnes décrivent entrer dans des paysages d'une beauté indescriptible, des jardins, des villes de lumière, des espaces qui semblent plus réels que n'importe quel endroit qu'elles ont connu sur Terre. Les couleurs sont plus vibrantes, les détails plus nets, tout semble pulsant de vie et de signification. Un artiste qui a vécu une EMI a décrit avoir vu des couleurs qui n'existent pas dans le spectre visible que nous connaissons. Il a passé des années ensuite à essayer de peindre ce qu'il a vu, mais a dit que les matériaux terrestres ne peuvent simplement pas capturer cette intensité. C'est comme si là-bas, a-t-il dit, la beauté était une substance, quelque chose que vous pouviez sentir, toucher, être enveloppé. Cette description d'hyper-réalité est l'un des aspects les plus constants des EMI. Les personnes ne décrivent pas l'expérience comme un rêve, elles la décrivent comme si tout avant avait été le rêve et que cela était finalement la réalité. Le 12e élément est l'acquisition de connaissances. Beaucoup de personnes rapportent avoir accès momentanément à une compréhension universelle, comme si toutes les questions qu'elles avaient eues étaient répondues instantanément. Certains décrivent cela comme accéder à une bibliothèque cosmique. D'autres parlent d'une connexion directe avec la source de toute connaissance. Le frustrant, selon Raymond Moody, est que la plupart de ces personnes ne parviennent pas à ramener cette connaissance. Elles se souviennent qu'elles ont su, mais ne parviennent pas à accéder au contenu. C'est comme se réveiller d'un rêve, où vous aviez la réponse à tout, mais la mémoire se dissout au réveil. Le 13e élément est la rencontre avec une présence divine, ou un être de lumière suprême. Cela va au-delà des êtres que j'ai mentionnés avant. Certaines personnes décrivent rencontrer une conscience, qu'elles identifient comme Dieu, la source, l'absolu, indépendamment de leur religion, ou de leur absence de religion, avant l'expérience. Ce qui est fascinant, c'est que des athées convaincus, qui vivent des EMI, décrivent fréquemment cette rencontre, avec les mêmes termes que des personnes religieuses. La différence réside dans l'interprétation postérieure, mais l'expérience en elle-même semble transcender les croyances précédentes. Un neurologue athée, que Raymond Moody a interviewé,
a dit qu'il avait rencontré quelque chose, qu'il ne pouvait décrire que comme amour infini. Il résistait à utiliser le mot Dieu à cause de ses connotations religieuses. Mais il admettait qu'aucun autre mot ne capturait ce qu'il avait expérimenté. C'était conscience pure, a-t-il dit. Conscience et amour étaient la même chose. Le 14e élément est l'expérience de ville ou de dimension de lumière. Certaines personnes décrivent voir des structures, des organisations, ce qui semble être d'autres dimensions d'existence. C'est plus rare, mais constant chez ceux qui rapportent cela. Certains parlent de bibliothèques cosmiques, d'autres de salles d'apprentissage, comme s'il existait des lieux dédiés à l'évolution des consciences. Et finalement, le 15e élément, le retour au corps. La plupart des personnes décrivent le retour comme étant réticents, après avoir expérimenté cette paix, cette lumière, cet amour inconditionnel. Le corps physique semble dense, lourd, limité. Beaucoup décrivent sentir comme si elles étaient forcées à enfiler un vêtement mouillé et inconfortable. Certaines personnes décrivent avoir été renvoyées. Elles ont reçu le message que leur temps n'était pas encore venu, qu'elles avaient une mission à accomplir. D'autres décrivent avoir fait le choix de revenir, fréquemment à cause de jeunes enfants ou d'êtres chers qui avaient besoin d'elles. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces personnes passent des années à essayer de comprendre quelle serait cette mission, et elles découvrent fréquemment que ce n'était pas quelque chose de grandiose, ce n'était pas sauver le monde, c'était simplement être présent pour quelqu'un, être une source d'amour et de soutien, toucher une vie de façon significative. Mais voici quelque chose que je dois souligner. La séquence que je viens de décrire n'est pas universelle. Non. Toutes les personnes ne vivent pas tous les éléments. Et même, elles ne les vivent pas toutes dans le même ordre. Ce qui est constant, c'est que ces éléments apparaissent de manière répétée, dans différentes cultures, à différentes époques, et dans différentes circonstances de trépas. En 2024, des chercheurs de l'Université du Michigan ont publié des données encore plus impressionnantes. Ils ont surveillé l'activité cérébrale de patients en phase terminale et ont découvert quelque chose d'inattendu. Dans les moments ultimes, certains cerveaux ont montré une poussée d'activité dans la bande gamma, la fréquence associée à des états de conscience élevés. Cette poussée était localisée spécifiquement dans la jonction temporopariétale, une région du cerveau associée aux expériences hors du corps, à l'empathie et au traitement de la conscience. C'est comme si le cerveau, dans les moments ultimes, entrait dans un état d'hyperconscience, mais cela soulève plus de questions que de réponses. Si la conscience n'est qu'un produit du cerveau, pourquoi y aurait-il une augmentation d'activité organisée au moment du trépas? Et plus important encore, comment expliquer les récits de conscience chez des personnes dont les EEG montraient une ligne droite? Le docteur Sam Parnia a été très prudent dans ses conclusions. Il a dit que les données suggèrent que le trépas n'est pas un moment, mais un processus. Et durant ce processus, la conscience peut persister sous des formes que nous ne comprenons pas encore complètement. Ce qui rend le travail de Parnia particulièrement important, c'est sa méthodologie rigoureuse. Dans l'étude AWARE originale, il a placé des images sur des étagères près du plafond des salles d'urgence. L'idée était simple. Si des personnes sortent réellement de leur corps pendant les arrêts cardiaques, certaines devraient ne pouvoir voir ces images, jusqu'à présent. Aucun cas n'a été vérifié de cette manière spécifique, mais cela n'invalide pas les autres aspects de la recherche. Cela montre simplement que nous avons besoin de plus de données. Ce qui a été vérifié, ce sont des récits d'événements qui se sont produits dans la salle d'urgence, des conversations entre médecins, des procédures spécifiques, des détails que les patients ne devraient pas savoir, mais qu'ils savaient. Ces cas existent, et ils défient les explications conventionnelles. Raymond Moody, après 50 ans de recherche, a finalement publié en 2023 le livre Proof of Life After Life, où il déclare pour la première fois sa position personnelle. Après avoir interrogé des milliers de personnes, après avoir analysé des décennies de données, il est arrivé à la conclusion que la conscience survit au trépas du corps. Cela ne signifie pas qu'il a toutes les réponses. Moody est clair à ce sujet.
Nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Nous ne savons pas où va la conscience. Nous ne savons pas si c'est permanent ou transitoire. Mais les données, selon lui, sont suffisantes pour affirmer que quelque chose continue. Et c'est là que je veux apporter une perspective que vous n'avez peut-être pas considérée. Qu'est-ce qui change dans votre vie si vous croyez vraiment en cela? Vous vous souvenez quand j'ai mentionné la révision de la vie? Cette expérience où vous sentez l'impact de toutes vos actions sur les autres? Et si vous viviez chaque jour en sachant qu'éventuellement, vous sentirez tout ce que vous avez causé? Ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. Parce que si la révision de la vie est réelle, alors chaque moment de gentillesse que vous offrez, chaque fois que vous choisissez la compassion plutôt que le jugement, chaque instance d'amour véritable, tout cela devient une contribution à votre propre expérience future. Les personnes qui vivent des expériences de mort imminente reviennent souvent transformées. Selon Grayson, elles perdent la peur du trépas. Elles deviennent plus compassionnelles, moins matérialistes, plus présentes, et non pas parce qu'on leur a dit d'être ainsi, mais parce qu'elles ont expérimenté directement l'interconnexion de tout. Grayson a développé une échelle pour mesurer la profondeur des expériences de mort imminente, et il a noté une corrélation intéressante. Plus l'expérience est profonde, plus la transformation dans la vie de la personne est grande. Ceux qui ont eu des expériences plus complètes, avec plus d'éléments, passent souvent par des changements radicaux. Ils quittent des emplois qu'ils n'aiment pas. Ils mettent fin à des relations toxiques. Ils commencent à vivre de formes qu'ils n'auraient jamais envisagées auparavant. Et pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ne peuvent plus vivre autrement, après avoir expérimenté cette réalité. La vie quotidienne semble vide si elle est vécue sans but. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné au début les 15 éléments de Moody, chacun d'eux porte une leçon. L'expérience hors du corps nous montre que nous sommes plus que notre corps physique, car la rencontre avec la lumière divine nous montre qu'il existe un amour au-delà de ce que nous connaissons. La révision de la vie nous montre que nos actions importent, et le retour au corps nous rappelle que nous avons une raison d'être ici. Je sais que vous qui regardez jusqu'ici, vous cherchez quelque chose au-delà du superficiel. Vous voulez comprendre. Vous voulez vous préparer. Et c'est pourquoi je vous invite à soutenir ce travail. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne financez pas seulement une chaîne. Vous participez à la dissémination de connaissances qui peuvent véritablement transformer la façon dont les gens vivent et dont ils envisagent le trépas. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de créer une communauté de personnes qui refusent d'accepter des réponses superficielles sur les questions les plus profondes de l'existence. Maintenant, revenons à ce qui compte vraiment. La conférence de Lee Hands de 2025 célèbre 50 ans depuis que Moody a publié Life After Life. Un demi-siècle de recherche, des milliers de cas documentés, et la conclusion qui émerge est à la fois réconfortante et stimulante. Réconfortante parce qu'elle suggère que le trépas n'est pas la fin, que la conscience que vous êtes continue d'une certaine manière, que l'amour que vous avez senti et exprimé ne se perd pas, que les personnes que vous avez aimées et qui sont parties avant vous peuvent attendre de l'autre côté, que les retrouvailles sont possibles, stimulantes, parce qu'elle place une responsabilité sur la façon dont nous vivons. Si chaque action résonne, si chaque choix importe, si éventuellement nous ressentirons l'impact de tout ce que nous avons fait, alors il n'y a pas de place pour vivre en pilote automatique. On a demandé une fois à Moody quel serait son conseil basé sur tout ce qu'il a appris. Sa réponse a été simple. Vivez comme si la révision de la vie était réelle, parce que c'est probablement le cas. Cela ne signifie pas vivre avec peur. Cela signifie vivre avec présence. Cela signifie choisir consciemment la façon dont vous traitez les autres. Cela signifie reconnaître que chaque moment est une opportunité de créer quelque chose que vous serez heureux de revivre. Les 15 éléments que Moody a identifiés ne sont pas seulement une description de ce qui se passe après le trépas. Ce sont une carte, un guide pour vivre de façon à ce que, lorsque le moment arrivera, vous puissiez regarder en arrière avec paix plutôt qu'avec regret. La paix que les gens expérimentent dans le 4e élément, vous pouvez cultiver cela maintenant, grâce à des pratiques de pleine conscience et de méditation.
L'amour inconditionnel de la rencontre avec la lumière divine, vous pouvez le pratiquer dans vos relations. La révision de la vie. Vous pouvez entreprendre votre propre examen de conscience aujourd'hui, tant que vous avez encore le temps de modifier ce qui ne vous rend pas fier. Et c'est peut-être cela que le trépas tente de nous enseigner. Ce n'est pas une fin à redouter. C'est un miroir qui reflète la manière dont nous avons vécu. Et si nous y prêtons attention maintenant, tant que nous avons encore le temps, nous pouvons vivre de sorte que ce reflet soit quelque chose de beau à voir. Il y a une phrase que Raymond Moody a entendue de l'un de ses interviewés qui résume tout cela. Il a dit « Le trépas n'est pas l'opposé de la vie, c'est l'opposé de la naissance. La vie n'a pas d'opposé. La vie simplement est. » Et si cela est vrai, alors ce que nous appelons le trépas n'est qu'une transition, un passage, un changement d'état. Comme l'eau qui se transforme en vapeur, elle ne cesse pas d'exister. Elle change simplement de forme. Peut-être notre conscience fait-elle de même. Peut-être que ce que nous vivons comme le trépas est simplement le moment où nous changeons de forme. Le passage du voile entre les mondes. Les 15 éléments décrits par Raymond Moody ne sont pas une promesse, ce sont une possibilité. Une possibilité basée sur des milliers de récits, sur des décennies de recherche, sur des données qui défient les explications conventionnelles. Et même si nous n'en avons pas la certitude absolue, la manière dont nous vivons peut être transformée par cette possibilité, une lueur d'espoir sur le chemin de l'âme. Maintenant, je veux vous entendre. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans ces récits? Avez-vous déjà connu quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente? Comment cela a-t-il changé la perspective de cette personne? Dites-le nous dans les commentaires. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes à traiter leurs propres expériences ou leur peur face au trépas. Elles peuvent y trouver un réconfort, un baume sur leurs craintes. Et si vous connaissez quelqu'un qui a peur de mourir ou qui a perdu quelqu'un récemment, partagez cette vidéo avec cette personne. Car parfois, la connaissance est le meilleur antidote à la peur. Et savoir qu'il existe des recherches sérieuses sur ce thème peut apporter du confort lorsque les mots semblent insuffisants. Jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez soin de votre âme et des personnes que vous aimez, car si Raymond Moody a raison, un jour, vous allez revivre chaque moment que vous avez passé avec elle. Faites en sorte que ces moments en vaillent la peine. Faites en sorte que chaque étreinte compte. Chaque parole importe. Chaque choix résonne dans l'éternité. Vivez bien, aimez plus. Que la lumière divine vous guide sur le pèlerinage de votre âme.